Ouais. Donc c'est parti effectivement pour ce petit dossier un peu autour des zombies et d'essayer de poser un certain nombre de réflexions autour de cette thématique-là. Donc dans cette deuxième partie du mag, le dossier cette fois-ci, je le construis comme Marcel, mon truc là. Euh, j'ai vu au cinéma, Ne coupez pas, le nouveau film d'Azanavicius et j'ai revu Coupé, le film japonais original dont il est une espèce de remake. J'étais très frappé par le maniérisme du truc en fait. En revoyant le japonais, j'avais pas souvenir que Azanavicius a vraiment c'est vraiment un exercice de style qu'il propose, quoi. D'accord, donc je vais rien spoiler le film d'Azanavicius et sur le film japonais. Euh, pour moi, ça vaut le coup en fait, et notamment si j'ai envie, à mon avis, ce qui correspondra le mieux, puis ça m'évitera de spoiler, c'est de faire un grand détour, par un de mes films préférés, qui est un film de Chaplin qui s'appelle Le Cirque, qui est un film de... alors, ça doit être avant 1928. 1928, c'est Les Lumières de la Ville. Donc, ça doit être vers 26-27, quoi, un truc comme ça, Le Cirque. Donc, Chaplin a fait ses grands courts-métrages. À l'issue des courts-métrages, de sa période de courts-métrages entre 14 et le début des années 20, il va faire 3 moyens-métrages. Le Chien, The Kid et un dernier dont j'ai oublié le nom, puis il va faire La Ruée vers l'or, Gold Rush, puis il va faire Le Cirque, puis Les Lumières de la Ville, puis Les Temps modernes, euh, puis Le Dictateur, etc. Donc, ce qui est intéressant dans Le Cirque, c'est qu'à un moment, il se retrouve... c'est marrant de commencer par Chaplin en parlant de zombies, quoi. Mais à un moment dans le cirque, en fait, il se retrouve... Alors, attendez que je retrouve ça. Ouais, voilà. À un moment dans le cirque, il se retrouve face à... en fait, il est pourchassé par la police, totalement, suite à un malentendu. Il se retrouve plongé dans une fête foraine, et donc il essaye de les semer... dans les différentes attractions de la fête foraine, le miroir des glaces, etc. Et il se retrouve sur la piste principale, au milieu, au moment où il y a des clowns qui sont en train de jouer. Et, euh, et en fait, pour les gens, c'est du jeu, c'est du cirque. Chaplin est un clown parmi d'autres, les policiers eux-mêmes, et la course-poursuite, en fait, est jouée. Donc on a déjà un premier niveau de mise en abîme. Par la suite, le directeur du cirque a été impressionné par le jeu de Chaplin, mais qui lui faisait pas exprès, enfin le personnage qui lui faisait pas exprès, lui propose de passer une audition et lui demande de le faire rire. Et le personnage de Charlot comprend pas parce que lui il voulait faire rire personne, il a juste été lui-même, quoi. Un peu comme Quasimodo qui fait une grimace, mais enfin qui se montre dans la cour des miracles le jour de carnaval et qui gagne le prix du roi des fous, mais sans avoir fait exprès, quoi. Oui, il a la plus belle grimace. Et il lui demande de jouer. Et Chaplin n'arrive pas. Enfin, Charlot, il n'arrive pas. Donc il mime les clowns de l'époque. Et en fait, on a, si on le prend à un autre degré, Chaplin qui était critiqué dans sa pantomime par les acteurs traditionnels du muet et du théâtre de l'époque, qui se moquent d'eux en les imitant, tout en devant faire rire, tout en mettant mal à l'aise par le fait qu'il n'arrive pas à jouer parce qu'il était censé être naturel, mais le naturel, c'était déjà lui qui jouait dans la première partie. C'est absolument vertigineux dans la construction. Hazanavicius, sur quelques morceaux du film, il touche un petit peu... Bon, chez Chaplin, c'est de l'ordre du sublime, quoi. Hazanavicius, il touche un peu au truc, quoi. Ça veut dire que la première partie du film vous met assez mal à l'aise. On va dire, vous avez l'impression d'être face à un film qui est euh, fauché, qui est pas cher, rapide et dans la moyenne. Plutôt un peu en dessous de la moyenne. Et ça vous met plutôt mal à l'aise en fait, au cinéma, cette première partie.
Et la deuxième partie du film réinvente absolument tout ce que vous avez vu dans la première. Et c'est quand même assez génial. Hazanavicius tire tout ça du film japonais. Et il le fait plutôt bien. Voilà, j'espère que j'aurai rien spoilé et que je vous aurai quand même donné envie d'aller le voir. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Le dialogue entre les deux films est pas si intéressant que ça. Donc on est bien face à le personnage d'un réalisateur qui doit faire un film de commande qui sera un film de zombies réalisé en direct en 30 minutes à la télé, quoi. Et donc on a comme ça des séries de plans séquences qui sont assez virtuoses en fait, qui sont juxtaposés l'un à l'autre. Donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Maintenant, je ne veux pas spoiler, donc on voit bien que on est dans le contexte du zombie. Et moi, du coup, je voudrais en profiter pour parler un petit peu de zombies et vous proposer un petit dossier autour de ça. Le faire rapidement, hein, mais vous réoffrir, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais au moins ouvrir un certain nombre de pistes de réflexion autour de cette figure très particulière qui est celle du zombie, même si on en a beaucoup parlé et tout, quoi. Je vous renverrai un certain nombre de références. Bon, alors moi j'ai des références universitaires, hein, je vous mettrai les articles sur lesquels je me suis appuyé, quoi. Notamment d'entre eux la petite philosophie du crime et un article sur le zombie haïtien. Je vous mettrai les références. Si vous cherchez des choses qui sont un petit peu plus légers et plus accessibles, puis on va en lire une partie ensemble hein, ce soir. Si vous cherchez des trucs qui soient un petit peu plus légers, plus accessibles sur le zombie, les 2 vidéos de Sociologique autour du zombie sont plutôt bien faites. C'est du bon boulot, quoi. Et notamment, il a le mérite d'avoir réfléchi à la question des marches des zombies dans les années 2000. Ces grandes marches, ces grandes manifs, ces espèces de pride, mais qui étaient animées par des gens qui étaient déguisés en zombies. Et lui, il a choisi d'articuler sa réflexion autour du zombie sur celle de Norbert Elias euh, et donc du coup à partir de la société de Co ou de Unter den Prozess der Zivilisation, le processus de civilisation, je crois, les différentes œuvres d'Elias qui montrent comment il y a eu construction d'une civilisation en domptant une certaine et en refoulant une nature animale de l'homme, quoi. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais la piste est pas inintéressante et les 2 vidéos de Sociologique sont vraiment bien, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sinon, je pense que ce qui est le plus intéressant, mais on va en parler un peu ce soir, c'est 2 conférences de Jean-Baptiste Toré, dont j'ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Jean-Baptiste Toré, qui est un critique cinéma, mais du cinéma un peu underground, qui notamment officie sur cette émission assez géniale qui m'a beaucoup construit, moi, qui est l'émission Mauvais Genre de Canal+. Et donc Jean-Baptiste Toré propose dans des cinémas parisiens depuis quelques années des sessions de films en fait, quoi, le nouveau cinéma américain, le cinéma italien, etc. Et il vient faire une introduction au début du film et il fait une petite conclusion échange avec avec tout le monde et tout est présent sur YouTube. Vous aurez notamment des vidéos assez géniales sur Michael Mann, sur John Woo, voilà, il y a vraiment des confs qui sont, enfin des présentations qui sont assez géniales. Moi, je vais m'appuyer sur quelque chose qui est une conférence qu'il a donnée à Rennes et qui s'appelait Le monstre américain et qui est une perspective dialogique, diachronique, pardon, historique de la question de la monstruosité dans le cinéma américain. Alors moi, je vais m'appuyer sur ça, et je pense que les 2 vidéos qui sont intéressantes de Toré sur le zombie, c'est celle-là, les monstres américains, et la deuxième, qui est assez géniale, c'est sa présentation d'un film que j'ai vraiment hésité à vous présenter ce soir, mais j'ai finalement choisi une autre œuvre, qui s'appelle Martin, qui est un film de Romero, mais qui n'est pas un film de zombie de Romero, qui est un film au carrefour du vampire et du zombie. Donc c'est intéressant de voir comment Romero s'approprie la figure du vampire. Voilà, ok. Donc go, allons-y. Partons, allons-y dans l'ordre et essayons de voir où ce petit parcours peut nous emmener. Je vais commencer par quoi?
je vais commencer justement par la question de la monstruosité, quelque chose que j'ai déjà un petit peu fait, et je vais repartir de ça. Ça me paraît finalement le plus pertinent. Euh, en euh, euh, le film d'horreur américain, il est aussi vieux que le cinéma américain. Je pense que c'est un truc qu'il faut bien se dire et qu'il faut bien voir. Ça veut dire que y a des films d'horreur américains dès les années 30. Et donc là, je m'appuie essentiellement sur Toré pour vous décrire tout ça. Euh, on avait travaillé ça dans le cadre du collectif Oblique quand on a travaillé sur la monstruosité, et j'ai recommandé sa conférence il y a peu. La, la réflexion de Toré sur la monstruosité américaine, c'est de penser à un mouvement qui irait des années 30 aux années 60 et qui serait le fait que l'appropriation et la création d'une figure qui viendrait des États-Unis et qui soit plus une confrontation avec l'étrange. Voilà, ça va être ça sa logique. Qu'est-ce qu'il dit Toré? Il dit que dès les années 30, on a des films de monstres. Ces films de monstres, ils s'appuient surtout sur deux figures essentielles, quoi. Frankenstein d'une part et Dracula d'autre part. Et il passe beaucoup de temps sur le film de James Whale ou de James Arnold qui s'appelle Frankenstein, dans lequel il décrit quelque chose qui est très intéressant, c'est un cahier des charges posé par le studio qui était de montrer l'unité d'un groupe face à la monstruosité, sa révolte. On est sur un schéma La Belle et la Bête, quoi, sur la fin de La Belle et la Bête. Et il fallait montrer comment une société peut se protéger du monstre et peut réussir à l'exorciser, on dira, quoi, à se lutter contre lui. Ça va être ça va être le cahier des charges qui va être donné par le studio. Et de l'autre côté, on va avoir le travail du réalisateur qui, lui, va aller dans le sens de construire une empathie avec le monstre par des jeux de plans, des jeux de regard, des gros plans, etc. Et donc un paradoxe, en fait, entre un script et une mise en scène. C'est ça qui est important. Ce monstre-là, c'est un groupe qui trouverait son unité face à la confrontation avec un autre, mais un autre qui est de l'opérette de Bavière, de l'importation transylvanienne, du folklore, des figures qui sont assez facilement distanciables, on dira. Et ce qui intéresse Toré, c'est de dire que après cette première époque du monstre, on va en avoir une deuxième, il va y avoir une deuxième époque du monstre, et cette deuxième époque du monstre, elle va emmener les États-Unis, après les années 40 et surtout dans les années 50, en pleine période, suite à la Seconde Guerre mondiale, de macartisme, de peur du communisme et d'une espèce de peur pulsion, de peur, comment est-ce que je pourrais dire ça, de, de paranoïa en fait, quoi, et notamment de paranoïa vis-à-vis de la possible présence de l'autre, de l'ennemi, de l'étranger, au sein du même, dans la communauté elle-même. Tonton va faire pipi pendant c'est l'exemple que je donnais, tonton va faire pipi pendant le repas de Noël, tonton revient, peut-être c'est plus tonton. L'espion soviétique. L'espion soviétique qui serait parmi nous. Voilà, je pense que c'est vraiment important, c'est ce qui va vraiment marquer le cinéma des années 50. Et il cite un film que je sais, mon copain Reda aime beaucoup, qui s'appelle The Invasion of the Body Snatchers, dans lequel on a des extraterrestres qui comprennent assez vite que s'ils veulent pouvoir rester sur Terre, il faut qu'ils se fassent passer pour le même. Et donc ils se déguisent en nous. Voilà. Ça va être très très important. Et ça va être une part importante de ce cinéma-là. La présence de l'autre dans le même. Quelque chose que vous retrouverez dans le cinéma de Carpenter, dans The Thing par exemple, où on a cette panique que la créature pouvant prendre la forme de n'importe quel être vivant sur Terre, elle est peut-être là dans le groupe. Qui est le monstre ?
Voilà, donc toute cette réflexion sur le groupe, quoi. Et il faut pas oublier qu'on est dans les années 50, déjà à la fin de la construction originelle des mythes américains par le cinéma. On peut considérer que la diligence, là, la truc de l'apocalypse, là, la chevauchée fantastique, c'est sans doute un des derniers westerns, on est dès 41, quoi, et que après la Deuxième Guerre mondiale, on pourra plus faire du film sur la conquête d'un territoire et d'une géographie comme mythologie originale américaine. Et que on va avoir une mythologie américaine qui va commencer à se regarder elle-même, à être de plus en plus critique vis-à-vis d'elle-même, et qui va faire surgir les monstres au sein même d'elle. Voilà, c'est ça qui est important. Et ça, c'est le cinéma des années 60. Et le cinéma des années 60, c'est 3 films importants du point de vue du genre de l'horreur, qui vont réinventer le genre de l'horreur. C'est Halloween, de Carpenter, c'est Rosemary's Baby, de l'autre connard, là, de... Ah merde, du coup je l'oublie. Euh, bon, de Polanski, ça me reviendra, j'allais dire. Et de l'autre côté, Zombie de Romero. Zombie qui est un film de 1968-69. Zombie qui met en scène pour la première fois un acteur noir et qui fatalement s'inscrit aussi dans une Amérique qui boue et qui est en train de se révolter contre le modèle et les miroirs qu'elle s'est créé d'elle-même. Ça c'est important. Voilà, ça c'est la première phase de mon raisonnement, enfin de ce raisonnement-là, et et je voudrais conclure cette première phase-là en vous montrant, ça dégage, en vous faisant écouter d'une part un tout petit peu Jean-Baptiste Thoré, et qui va lancer la réflexion autour du zombie. Mais avant d'entendre Thoré, je vais vous remettre la bande-annonce du premier film de zombie de Romero. Alors pour ceux qui connaissent pas bien George Romero, qui est mort en 2017, c'est un réalisateur qui a commencé avec Zombie, je crois, en 1968-69. Et qui ensuite, dont le rêve était de faire un film de zombie par décennie, et qu'il a presque réalisé. Il n'y en a pas dans les années 90, je crois. Et ils sont tous intéressants, ces films de zombies. Même le dernier, la Diary of the Dead, c'est vachement bien. Je sais pas pourquoi on le cite aussi peu, quoi. Et donc, donc qui a fait Zombie, l'éveil des Dawn of the Dead, Day of the Dead, qui va faire Land of the Dead et Diary of the Dead. Voilà, dans l'ordre. Et qui, quand il a quelque chose à dire, il disait, quand j'ai quelque chose à dire, ça sort en zombie. Et qui, en parallèle de ces films de zombies, va proposer des œuvres tout à fait intéressantes qui vont moins marcher. Là, le Martin autour du vampire, La Nuit des fous vivants. Bon, on a essayé de capitaliser sur le succès. En 68-69, c'est un énorme succès. Là, ce que je vais vous montrer là, La Nuit des morts vivants. C'est vraiment un grand succès, quoi. Donc je vous montre la bande-annonce du film Zombie de 68, et ensuite on écoute un petit peu Thoré parler, et je reviendrai sur le zombie haïtien, on essaiera d'ouvrir un certain nombre de réflexions autour de la question du zombie, et vous verrez que ça va nous emmener vers une œuvre, moi, que je trouve passionnante et qui va nous permettre de reposer la question de la mise en abîme aujourd'hui, qui est I Am a Hero, qui est pour moi l'œuvre la plus passionnante en termes de zombies de ces dernières années. On parlera un petit peu de Walking Dead vite fait, mais je vais pas tous vous les faire, quoi. Bon, on va pas se faire 28 jours plus tard, on va pas se faire... mais au moins quelques jalons, quoi. Alors, on écoute Thoré. Alors, je me le mets... Hop. Je vais aller vous le chercher. Donc, il vient de finir de parler du cinéma des années 50. Alors, il a fini de parler du cinéma des années 50, et là, il va évoquer le cinéma des années 60. Alors, il faut que j'aille retrouver ma marque. Bon, on va aller là à peu près, on va voir ce qui raconte l'ami Thoré.
Il comprend pas, il écrase. Bon, ça, on voit bien que c'est pas du tout la même chose que l'autre qui décide de se dire, voilà, le monstre, qu'est-ce que ça révèle de nous-mêmes? Et ce que fait Jack Arnold, c'est... Donc là, il est en train d'évoquer un dialogue qu'il y a eu dans le film Invasion of the Body Snatchers entre deux personnages qui parlent de qu'est-ce que c'est l'étrange et qui dit, moi, une araignée, je vois pas, je comprends pas, j'écrase, quoi. Et donc un dialogue un peu entre les deux personnages principaux qui sont valorisés en plus dans le film, quoi, et une réflexion sur le même et l'autre. Voilà. Bon, et écoutons-le, et il va évoquer un petit peu l'arrivée de la monstruosité dans les années 60. Évidemment, le fait que grâce au monstre et grâce à ce dialogue, on voit très bien les deux types d'Amérique à ce moment-là, si vous voulez, qui s'affrontent. Indépendamment, la petite araignée, de la tarentule, il y a des petits gimmicks assez drôles, évidemment, dans le film. Donc, ce que je voulais vous dire avant qu'on passe à Carpenter, parce que le temps file, ouais. Et je voudrais vraiment vous parler de Carpenter. Ce qui est passionnant quand on voit notamment les films de Jack Arnold, c'est que dans les années 50, on est encore à un moment, on pourrait dire, pré-cinéma d'horreur moderne, comme ça le sera à la fin des années 60, avec Rosemary's Baby, La Nuit des Morts Vivants, enfin tous ces films qui vont totalement révolutionner d'une façon le cinéma d'horreur. Dans les années 50, on est encore sur des schémas qui sont des schémas pour le coup totalement binaires, c'est-à-dire qu'il y a soit le monstre incarne la peur absolue de l'Amérique, ce qui fait, et les plaies, le refoulé historique, d'une façon. Il y a un critique américain qui s'appelle Robin Wood, qui avait écrit un texte formidable, notamment à partir du cinéma d'horreur américain et des monstres. Il avait dit, le monstre dans le cinéma hollywoodien, c'est l'histoire d'un refoulé. Voilà, tout simplement. Autrement dit, plus on a mis sous le tapis un problème, une minorité, un moment de l'histoire, etc., plus le monstre trouve sa justification et sa force dans le cinéma d'horreur. Autrement dit, le monstre égale le refoulé. Tant qu'il y a du refoulé, il y aura du monstre. Plus il sera fort, plus il sera monstrueux. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de monstre. En gros, c'est ça. Bon. On voit bien, là, dans le Metteur de la Nuit, on peut dire les deux mouvements, si vous voulez, qui éclairent, à mon avis, tout le rapport du cinéma américain au monstre. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à John Carpenter. On va passer un extrait de quoi Zombie, non. Non, on va sauter Zombie. Halloween, on va passer le premier extrait d'Halloween. Bon. Avant, je vais peut-être vous rappeler 2-3 choses évidentes, mais quand même. Je vous parlais de la cartographie tout à l'heure. Dans les années 70, il y a 2 éléments qui vont complètement changer la donne du monstre, on pourrait dire. Le premier élément, c'est que tous les monstres du cinéma américain d'horreur, à ce moment-là, un peu intéressants, évidemment, sont tous issus du sol américain, des anciens consommateurs, vous et moi dans Zombie. Enfin, on pourrait multiplier les exemples, le monstre est vivant de Larry Cohen, la naissance, l'enfantement, etc., etc. Donc, l'alibi, on pourrait dire, étranger, n'existe plus. C'est plus ni la Transylvanie, ni Mars, ni la dimension même exotique par moment. Ça vient du territoire américain. L'Amérique enfante elle-même ses propres monstres. La deuxième chose, c'est que le cinéma d'horreur, vous le savez, à la fin des années 60, on pourrait dire qu'il sort de son précaré. C'est-à-dire de son précaré, voire par moment de sa cellule, de sa prison. Il se met à éclabousser l'intégralité de tous les genres. Le cinéma des années 70, c'est ce qu'on appelle presque un cinéma transgenre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du mélodrame, du western, tout se mélange, alors que Hollywood, historiquement, s'est construit sur, on pourrait dire, une division extrêmement stricte des genres. Les polars de la Warner, par exemple, les comédies musicales, le péplum, le mélodrame, le western. Après la fin des années 60, tout ça se mélange, ce qui fait qu'évidemment, on peut avoir des effets d'horreur, aussi bien dans des westerns, dans des drames. Je sais pas, vous regardez la fin de Taxi Driver, la fin de La Horde Sauvage, il y a plus de sang ou la fin de Soldat Bleu, plus de sang ou d'horreur que dans beaucoup de films dits d'horreur de l'époque. Bon. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième, c'est que, comme c'est un cinéma qui devient beaucoup plus, on pourrait dire, critique, qui est un cinéma qui va presque prendre à rebours l'histoire officielle telle qu'elle a été produite par l'Amérique et par Hollywood, par l'idéologie hollywoodienne, le monstre va totalement changer de fonction et de nature. Autant, on pourrait dire dans le cinéma classique américain, il est majoritairement l'objet d'un fantasme, et il y a quelques étoiles là-dedans, Jack Arnold, James Whale, Browning, des gens qui nous disent attention, le monstre, ça peut être l'autre, ça peut être nous-mêmes, il n'y a pas de monstre en soi, il n'y a qu'un regard qu'on porte sur, et à force de porter un regard monstrueux sur un individu ou quelque chose, ce quelque chose devient monstrueux, donc c'est presque, comment dire, en poétique aujourd'hui, c'est une coproduction, si vous voulez.
Alors que dans les années 70, ce qui est intéressant, c'est que le monstre, à cause de cette histoire de refoulé, devient plus que jamais une métaphore. C'est-à-dire qu'on voit plus du tout ni les zombies, ni les petites bestioles, ni les morts-vivants, peu importe, ou les autres monstres. Pour ce qu'ils sont, on les prend comme des métaphores. C'est-à-dire qu'ils incarnent tous quelque chose. C'est pour ça que je vais vous montrer un extrait de Zombie, mais j'aurai malheureusement pas le temps. Pour moi, le zombie, je pense que c'est un des plus beaux personnages, enfin beau, un des personnages les plus intéressants créés par les cinéma américain évidemment depuis 50 ans, parce que on peut faire toutes les semaines un film de zombies. Comme ce qui compte, c'est pas le zombie, mais ce qu'il signifie. Il signifiera toujours ce qu'on veut. Le zombie, c'est de la métaphore absolue. Il est génial, le zombie, pour ça. D'ailleurs, Romero, vous savez très bien, voulait faire un film par décennie, n'a pas toujours pu le faire, malheureusement. Alors, dans les années 70, le cinéma d'horreur devient un genre totalement politique. Pourquoi ? Parce que comme on est dans une grande décennie de relecture de l'histoire critique à l'égard à la fois des idéaux, des valeurs de l'Amérique, évidemment, le cinéma d'horreur trouve sa pleine place à ce moment-là, puisque c'est par l'horreur qu'on va dénoncer à la fois les plaies de l'histoire. Enfin, le grand refoulé historique, c'est ça. Mais il y en a un là-dedans qui, lui, a un statut un peu particulier. C'est John Carpenter. Alors, je dis ça parce que je vais vous raconter une anecdote avant qu'on voit Je vais m'arrêter là parce que moi c'est pas Carpenter qui m'intéresse ce soir, on le fera une autre fois Carpenter, et je vous renvoie notamment à l'excellente analyse qu'avait proposé mon camarade Majax, qui va bientôt sortir son livre qu'on lira tous ensemble au tiers-livre sur l'attaque des Titans, et qui a proposé dans le cadre d'Oblique une réflexion passionnante sur la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter. Donc The Thing, je me rappelle la truc du diable, je me rappelle plus les noms je les ai vus en plus les trois films géniaux en fait. Moi, je m'arrête là, on va pas évoquer Carpenter ce soir, c'est un autre univers Carpenter. Moi, je voudrais m'arrêter sur ce qu'il a dit parce que il y a des choses avec lesquelles je suis pas complètement d'accord. Certes, cette dimension du refoulé. Alors, je voudrais essayer. Pour moi, dans le zombie, il y a deux grandes dimensions. Il y a une dimension politique qui est déjà présente dans la catégorie du zombie haïtien, enfin dans cet héritage-là, et il y a de l'autre côté une réflexion autour de l'abjection, l'ouvert, le fermé et le refoulé, mais qu'il faudrait redéfinir. Alors, on va commencer par revenir déjà sur le zombie haïtien, et pour ça, je voudrais qu'on lise ensemble un petit extrait. Voilà, il est là. Il est ici, je crois. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Ouais, c'est bon. C'est parfait, je vais le mettre en un tout petit peu plus petit, et je vais essayer ça va pas être très long, mais on va s'appuyer sur ce texte, alors, qui est un texte de Maxime Coulombe, Zombie, symptômes d'une époque terrifiée, qui est un texte assez intéressant, et notamment qui revient bien sur l'histoire du zombie haïtien. Alors, en fait, ce qu'il nous explique, c'est que là. Ça va, vous les quelques-uns qui pourraient être là, vous me suivez. Donc du coup, je vais parler de zombies. Donc je suis parti un petit peu de sa mise en perspective historique. Et ce qui m'intéresse, c'est la dimension politique du zombie d'une part, et d'autre part la dimension horrifique du zombie, sa dimension grotesque, abjecte, etc. Et ce que ça peut révéler de la construction du refoulé occidental. Le zombie haïtien. Les histoires de zombies sont nombreuses en Haïti, et l'origine du mot lui-même est incertaine. Si certains ont pu y voir les traces du français les ombres, d'autres insistent plutôt sur l'origine africaine du terme comme de la figure. Le Mvumbi au Congo renvoie à un individu cataleptique, le Mvumbi en Angola à un corps sans esprit, le Zanbili au Ghana, au Togo et au Bénin à une créature de la nuit. Il semble que déjà,
en Afrique, une créature cataleptique, un zombie, avait pris forme. Toutefois, c'est surtout grâce aux recherches ethnologiques en Haïti que l'Occident entrera en contact avec cette créature mythique. Le sens du zombie paraît se cristalliser en Haïti autour d'une figure évoquant l'esclavage forcé et la résurrection chrétienne. Certains prêtres vaudous, les bokors, drogueraient des individus à l'aide d'une poudre paralysante nommée coup-poudre. Induisant chez les victimes un état de mort apparente, ces dernières sont ainsi prises pour mortes et enterrées avant d'être déterrées par le prêtre à l'aide de formules rituelles pour lui servir d'esclaves. Ces esclaves, ces zombies, seraient des corps sans esprit, des coquilles vides, la poudre ayant pour effet de retirer toute subjectivité à sa victime. Les prêtres emploieraient aussi les zombies pour leurs tâches ménagères, pour le travail au champ, leur manque d'esprit empêchant de leur ordonner des besognes plus violentes et plus sombres. Pour plusieurs, l'effet de cette drogue serait temporaire et le zombie, sans sa dose régulière, retournerait à la conscience. On raconte ainsi que des sujets furent sauvés de leur esclavage catatonique. Nous employons ici le conditionnel. De telles pratiques auraient encore cours. Un des comptes rendus les plus célèbres et les plus discutables sans doute est celui de Wade Dennis, professeur d'ethnobotanique à Harvard, dans un ouvrage fameux prenant le zombie comme un phénomène physique plausible, The Serpent and the Rainbow. Dennis raconte comment en 1985 il s'est rendu à Haïti pour tenter de comprendre la composition d'une étrange drogue capable d'induire un état de mort apparente. Voilà, bon, on reste sur du conditionnel, hein, tout ça. Je reviens en arrière. Excusez-moi. Voilà. Ce zombie, créature terrifiante, car semblant décrire un devenir possible, un cauchemar du sujet prend racine dans les conditions coloniales de Haïti et de l'Afrique noire. Il puise en cela à deux sources, l'imaginaire de l'esclavage d'abord, visible lorsque le zombie représente un sujet dépersonnalisé et incapable de se révolter. La religion catholique ensuite, ce prêtre, bouillant les limites entre la vie et la mort, incarne une lecture inquiète du mythe de la résurrection chrétienne, elle aussi équivoque car largement imposée à la société haïtienne. S'ils figurent une condition cauchemardesque, les mythes du zombie sont empreints d'une possibilité d'émancipation. Le maléfice peut être brisé, le zombie peut retrouver son humanité. Il est ainsi une condition tragique et un maléfice, mais comme la plupart des maléfices, sa force maligne ne saurait être une fatalité. Elle ne le saurait dans un monde où l'émancipation, pour employer un terme légèrement connoté, demeure un horizon. Alors ça c'est intéressant, vous allez avoir les deux premières interventions dans le folklore occidental de cette figure-là, puisque contrairement à ce qu'on a tendance à penser, Romero n'invente pas la figure, il l'emprunte. Dès le 19e siècle, cette figure entrera dans le folklore occidental aux États-Unis et en Europe. C'est aussi sous cette définition que le zombie fit son apparition au cinéma et dans la littérature. En 1929, le roman The Magic Island de William C. Brooke décrit ce processus de zombification et est très souvent considéré aujourd'hui comme l'œuvre de fiction ayant introduit le zombie dans la culture américaine. En 1932, Victor Halperin réalise White Zombie avec Bela Lugosi, considéré comme le premier film de zombie. Il respectera avec une relative précision la définition du zombie africain. Les zombies sont des individus drogués par un sujet mal intentionné, et s'ils ont perdu toute conscience, leur condition est temporaire. Il n'est de zombies qu'en ce qu'un malfaisant marionnettiste tire les ficelles. Les zombies ne savent pas encore se reproduire par contagion. Ils ne sont pas encore, et le seront bientôt dans la culture américaine, une nouvelle espèce ayant son propre mode de reproduction. Ok. Le zombie n'est plus un vivant que l'on prendrait pour un mort, mais bien l'inverse, il est un mort paraissant vivant, un presque vivant. Il erre désormais sans but laissé à lui-même, ça c'est Romero. Le zombie est toujours cette créature sans esprit lente et bête, mais désormais sans guide. Il ne sort de son apathique en présence d'un humain, ce n'est alors que son ultime, que sa plus simple volonté surgit, dévorer les vivants. En cela, le zombie évoque la goule, ce démon, etc., etc. Bon, ça c'était important. Et du coup, je rebondis sur la proposition qui est faite dans le film de Romero, et je vous montre juste la bande-annonce du premier zombie, celui de 1968. Welcome to a night of total terror. Night of the living Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre un trigger warning, hein. Voilà, c'est quand même ça reste quand même un... Il peut y avoir des images éprouvantes, c'est quand même un film de zombies à ce niveau-là. Je le remets du début.
Ça va être court, hein, ça fait 1 minute. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. Premier film de Romero, on est donc en 1968-69 et on a cette première figure du zombie. Donc une figure éminemment politique dans l'esprit de Romero et qu'on retrouvera avec cette dimension-là dans ses différents films. Je vous rappelle que dans le deuxième, par exemple, on pourrait se le mettre d'ailleurs, tant qu'à faire, garder la figure politique. Je vous mets la deuxième bande-annonce. Donc cette fois-ci, celle du deuxième film de zombies de 78, je crois. Je vous redonnerai les dates exactes. Welcome. In 1968, George Romero brought us Night of the Living Dead. It became the classic horror film of its time. Not that room! Not that room! Ouais, attendez, mon truc est pas bien. Je sais pas pourquoi il est pas bien calé. Donc, je recale tout ça. Et je vais aller chercher celui qui correspond. Hop, zombie. Mais ils sont assez géniaux, en fait, ces films, à leur façon. Hein. Alors, hop. Donc, le dernier, c'est le deuxième, c'est Dawn of the Dead. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living whose bodies are the only food. Alors, ça, c'est le premier, ça. First, he created the most frightening film ever made. Then, he took his unique vision of terror one step further. Now, George A. Romero takes us out of the night, beyond the dawn, and into the darkest day of horror the world has ever known. Day of the Dead. There have to be survivors in Washington. Oh, Maya. They have more sophisticated shelters than this one. There have to be people in those shelters who know about us, who know where we are. With no radio contact, they'll come looking for us. I said shut up! They can be tricked into being good little girls and boys, the same way we were tricked into it, on the promise of some reward to come. What the fuck is wrong with you people? They're dead! They're fucking dead, and you want to teach them tricks? They have to be rewarded, Captain. Why else will they do what we want them to do? I don't want them to do anything but drop over! Alors ça, c'est le troisième, c'est Le Jour des Morts Vivants, Day of the Dead de 1985. That's it. Run, you fucking lunatics.
Romero's Day of the Dead, the most eagerly awaited day in horror film history. Welcome. Welcome to a night of total Teach 'em tricks. They have to be rewarded, Captain. Pas grave, on va pas se prendre la tête. Je sais pas, il y a une petite erreur dans mes téléchargements. Pourtant, j'avais tout bien récupéré. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on est dans le premier, celui de 1969, dans une petite communauté américaine, des zombies qui sortent les uns après les autres d'un cimetière où était venue une petite famille. Dans le deuxième, on est cette fois-ci dans le monde capitaliste du supermarché et on a l'influence sur Romero de Matheson qui a écrit Je suis une légende, et donc déjà une réflexion autour du fait que de quelle façon les survivants vont réussir à rester. C'est ça qui va être et vont trouver les moyens de rester. Ça va être important. Et dans le troisième film, on est dans cette grotte et on a de plus en plus de réflexions sur mais comment est-ce qu'ils sont devenus comme ça, est-ce qu'il y a une remède, est-ce que c'est un virus, etc. Et donc on voit bien qu'à travers ces trois films, Romero va proposer une réflexion qui va alimenter l'intégralité des œuvres qui vont pouvoir le suivre. Dans Resident Evil, c'est une maladie. Dans 28 jours plus tard aussi, je crois. Et des fois, comme dans le dernier train pour Busan, c'est moins explicite sur ses origines. Idem pour Walking Dead, dans lequel il y a tout un arc qui se passe dans un lieu scientifique, quoi, où on essaye de trouver une cure, un remède, et on se rend compte que là, n'importe qui meurt, qu'il ait été ou pas contaminé, devient zombie. Et là, devient mort-vivant, et là, on rentre dans l'œuvre dans une autre dimension, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose d'inexorable, de fatal dans l'évolution de cette maladie-là, enfin de ce virus, de cette propagation-là. On retrouve ces thématiques-là. Donc la première thématique est politique, on le voit, et elle est dans la suite de cette réflexion-là. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la deuxième problématique, c'est celle autour de l'abject et du refoulé. Et pour ça, je voudrais, et puis on s'arrêtera là, et pour ça, je voudrais vous proposer deux petites lectures. D'abord, mine de rien, une première lecture. Je vous dis pas ce que c'est, je vais vous laisser un peu la surprise, quoi. Et on est sur une lecture de la fin du 19e siècle, quoi. Les dates de l'auteur, c'est 1821 à 1867. Et c'est un poème que vous connaissez bien, ou qui est rarement étudié quand même, parce qu'il est dur, quoi. On va pas mettre le suspense. C'est un poème de Baudelaire qui s'appelle À une charogne, que vous retrouvez dans la proposition un peu particulière de Bilal qui s'appelle Immortel. Dans le film Immortel, c'est le plus beau passage du film. Il y a la créature Dieu égyptien qui récite ce poème. Le héros aussi d'ailleurs. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme. Ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir, la puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant.
Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient, n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Poème de Baudelaire, fin du 19e. Réflexion sur ce que c'est que l'abject. L'abject, le curieux. Et là, à ce niveau-là, on arrive sur un peu autre chose. Alors, certes, il y a la réflexion de Norbert Elias que j'ai cité et que Sociologue Geek développe sur le processus de civilisation qui irait jusqu'à on fait pas caca dehors, jusqu'à on ferme la bouche quand on est en train de mâcher quelque chose, en passant par l'utilisation de certains ustensiles, je parle de l'Europe là, pour quand on mange. Voilà, il y a comme ça tout une espèce de dressage du corps. Et j'avais un ami qui avait travaillé sur la façon dont on présentait de la viande dans un étal de boucherie. Comment est-ce qu'on parvenait à exorciser, à mettre à distance la mort, le corps, les chairs, l'abject et ses différentes formes en fait, et la résistance carnavalesque d'un certain nombre d'auteurs. Je renvoie à l'ouvrage de Bakhtin sur Rabelais, qui l'exprime vachement bien, le détournement carnavalesque, la présence des P, des Rho dans l'univers de Rabelais. Ce travail de résistance-là, qu'on retrouve aussi ici, le travail sur la curiosité, sur l'abjection, sur la fascination aussi, qui peut être proposé par ce spectacle de la mort, qui est autant fascinant que ce qu'il est refoulé. Vous voyez, je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. N'oubliez pas aussi que, d'une certaine façon, le corps de l'humain est fermé, se ferme. Il est habillé, les orifices en sont fermés, on n'entre pas dans un corps. Et le corps ne montre pas de traces de son intériorité. Le zombie, si. Le zombie est ouvert de partout. Il y a des trous dans le zombie. L'intérieur et l'extérieur est pas imperméable l'un à l'autre. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, cette réflexion entre l'intérieur et l'extérieur dans le Walking Dead, peut-être plus encore la série que les comics. C'est toute cette réflexion sur le dedans et le dehors. Le dedans et le dehors du corps. Il y a une saison qui est très intéressante qui se passe dans une prison. Et à un moment, il y a un personnage qui meurt dans la douche de maladie et qui meurt dans la prison. Et l'infection repart du dedans. Et donc le dedans se retransforme en dehors. Il y a sans arrêt une dialectique entre des dedans et des dehors précaires. C'est aussi une dialectique du corps, ça. Et c'est la dialectique qui est propre aux zombies. Maintenant, je voudrais juste m'appuyer sur un petit travail et vous faire deux petites citations, puis on va pas tarder à s'arrêter là sur ces petites pistes que j'ai voulu ouvrir. Donc c'est toujours un travail du même auteur, je crois, hein. Voilà, toujours Maxime Coulombe dans Petite philosophie du zombie, qui va travailler autour de trois concepts: le double, le refoulé de la mort et l'abject. Il s'appuie sur Freud, lui, étant donné que la quasi-totalité d'entre nous... Ah, est-ce qu'il apparaît bien sur mon OBS? Non. Je vous le remets. Il est là. Voilà. Là, cette fois-ci, il va falloir que je me mette en plus petit et en plus sur le côté. Et que ça... Hop. Voilà. On va le mettre là. Voilà. Là, c'est bon, on est bien. Je vais la remettre, ma petite image titre, là. Voilà, elle prend trop de place. Voilà, on va remettre Edward. Alors allons-y.
Le double est son ressort et sa modalité d'expression. La mort pour Freud est l'origine de l'inquiétante étrangeté. Freud notait, étant donné que la quasi-totalité d'entre nous pense encore sur ce point comme les sauvages, bon, le racisme du 19e, hein, il n'est pas étonnant que la peur primitive du mort soit encore chez nous si puissante et qu'elle soit prête à se manifester dès qu'une chose quelconque vient au-devant d'elle. Il est probable qu'elle conserve encore le sens ancien, à savoir que la mort est devenue l'ennemi du survivant et a l'intention de l'entraîner avec lui afin qu'il partage sa nouvelle existence. Étant donné l'immutabilité de notre attitude à l'égard de la mort, on pourrait plutôt demander où demeure la condition du refoulement qui est requis afin que le primitif puisse faire retour, comme quelque chose d'étrangement inquiétant. Vous voyez, la question du retour. Et moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est l'histoire du refoulé. Je vais essayer, voilà, le déni de la mort. Regardez. Ainsi, ça c'est Philippe Ariès, le grand spécialiste de la famille et de l'histoire des sensibilités depuis le Moyen-Âge. Ainsi existait-il autrefois des codes pour toutes les occasions de manifester aux autres des sentiments généralement inexprimés, pour faire sa cour, pour mettre au monde, pour mourir, pour consoler les endeuillés. Ces codes n'existent plus, ils ont disparu à la fin du 19e et au 20e, alors que les sentiments qui veulent jaillir hors de l'ordinaire ou avec une violence insupportable sont plus rien pour les canaliser. Dans ce dernier cas, ils compromettaient l'ordre et la sécurité nécessaires à l'activité quotidienne. Il convient donc de les réprimer. C'est alors que les choses de l'amour d'abord, de la mort ensuite ont été frappées d'interdit. C'est une proposition. Bon, je trouve qu'elle est pas hyper satisfaisante. C'est-à-dire qu'on a continué à construire des rites aujourd'hui dans les différentes situations. Mais il y a quand même cette idée que l'abject arrive au moment où il peut plus être catalysé par des corps, par des rites de déni et de relégation. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un petit peu cette idée-là autour de la question de l'abjection. Il y a, ça c'est qui ça Rancière, ça, non? Ça c'est Kristeva. Le dégoût d'une nourriture, d'une saleté, d'un déchet, d'une ordure, spasmes et vomissements qui me protègent, répulsion, haut le cœur qui m'écarte et me détourne de la souillure, du cloaque, de l'immonde. Les pouvoirs de l'horreur. Il y a dans l'abjection une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui le menace et qui lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable. Et donc, effectivement, le zombie, du point de vue du gore, ce sont des personnages... Alors ça, c'est de Philippe Rouillet. Du point de vue du gore, ce sont des personnages idéaux. Ces êtres déjà morts et putréfiés ne pensent pas. Ils reproduisent à l'infini les mêmes gestes sanglants et ils prolifèrent à une vitesse telle qu'ils sont toujours plus nombreux malgré l'étendue de leur perte. Ils correspondent donc idéalement à la structure répétitive du gore. Ils tuent et sont tués et à son goût de la surenchère. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant et qu'on retrouvait chez Baudelaire aussi dans la destruction du rite et la mise à mal du système symbolique ritualisant le monde. À un moment ou à un autre, du côté de la mort, du côté du sang, du côté de l'intérieur, du côté de la maladie, du côté du retour, il y avait derrière ça en fait une espèce de face à face hors rite de l'humain face à l'abject qui entraîne de la fascination et en même temps de la répulsion. J'aurais pu mettre aussi, et oubliez pas, ça serait très intéressant, le passage à la sexualité. Et alors là, je vous renvoie à un traitement qui, pour moi, est le meilleur dans le domaine, en fait. C'est pas un traitement qui est proposé par le cinéma. Vous avez l'exploration de la sexualité et de l'horreur, essentiellement dans les films de vampires. Parce que le vampire, comme figure aristocratique, propose bien la figure de la sexualité comme pulsion de mort. En revanche, on retrouve aussi la présence du sexe du côté du mort-vivant, et c'est sans doute celui qui l'a le mieux exprimé. Le personnage qui est à la limite du mort-vivant et du vampire, c'est dans un manga d'Asano, d'Oshimi qui s'appelle Happiness, et dans lequel on a un des deux personnages principaux du début. C'est-à-dire que contrairement aux autres mangas de Shuzo Oshimi, cette fois-ci, on a le personnage principal qui est doublé par un autre personnage qui est son miroir. Ils sont tous les deux mordus par des vampires, et le deuxième personnage va se retrouver, contrairement au premier, qui pour X raison avait réussi à garder une vie sociale malgré le désir du sang qui commençait à naître en lui, et qui était très lié à une sorte de sexualité primitive, déjà présent, et notamment des scènes un peu dures sur le vampire qui
qui est attiré par des jeunes filles qui pourraient avoir leurs règles. Désolé, c'est dû aux chimies, c'est dur, quoi. Et dans le deuxième cas, le deuxième vampire, lui, va assez vite franchir toute limite possible de l'acceptable, et donc se transformer en une espèce de mort-vivant en pleine déconfiture, quoi, et qui, après avoir tué un être qui normalement devrait lui être cher, et présenter la première relation qui sera développée dans les liens du sang par le même auteur Shuzo Ishimi, je ne veux pas trop spoiler. On a ce personnage du deuxième vampire qui va réussir à trouver un refuge dans le sexe, dans un sexe très dur, très aride, quoi, qui va dans le sexe réussir à retrouver non pas des éléments de ritualité, mais des éléments de sauvegarde précaires, provisoires. Et ensuite, ces éléments disparaîtront. Donc, on a quand même une présence de cette figure sexuelle du côté du zombie. Et là, vous avez, à travers ces réflexions autour de la question de l'abject, et notamment du lien entre la pulsion de vie et de la pulsion de mort, de la fascination et de la répulsion, une vraie réflexion à avoir sur la façon dont on ritualise le monde aujourd'hui. Et ce qu'est l'apocalypse des rites, en fait. Voilà, c'était vraiment quelques pistes que je voulais ouvrir autour du zombie. J'aurai l'occasion de faire des développements plus longs dans le cadre d'un Péramus, mais ça, là on est dans le cadre d'un mag, hein, donc on n'est pas... c'était pas forcément nécessaire que j'aille beaucoup plus loin que ça. Ce qui était important, c'était de poser ces deux lignes, quoi, ces deux horizons. D'un côté, la dimension politique du zombie, et de l'autre côté, sa dimension, son rapport avec le rite, le refoulé, la pulsion de vie, pulsion sexuelle, pulsion de mort, le dedans et le dehors, et notamment un corps ou des espaces, la maison, etc., qui sont des espaces imperméables et fermés, les comportements, la bouche qui est fermée quand on mâche et tout, et le corps du zombie qui est tout ouvert, et les récits qui passent par des espaces qui s'ouvrent les uns après les autres par effraction, et donc il faut retrouver un espace fermé pour se protéger dans le cadre de dynamiques de survie, la logique des films de Romero qui vont de plus en plus vers la gestion de la survie, et une réflexion sur le mal capitaliste, en fait, qui est quand même présenté par Romero, ça c'est pour sa dimension politique. Moi, je voudrais juste finir ce petit live autour d'une œuvre que personnellement je trouve absolument bouleversante, quoi, qui est une œuvre de... alors attendez, il faut que je retrouve le nom de l'auteur. Donc, I Am a Hero. Et donc, il y a un manga de Kengo Hanasawa qui a été prépublié entre le 20 avril 2009 et le 27 février 2017 dans l'hebdomadaire Big Comic Spirits de l'éditeur Shogakukan, qui a été compilé en 22 tomes en mars 2017 et qui, normalement, était édité par Kana et qui, il me semble, n'est plus trouvable. Donc c'est une œuvre, c'est un seinen, quoi, et donc ça me permet de boucler la boucle avec couper et ne pas couper. C'est le plus grand incipit de l'histoire du récit de zombie. On va pas le faire là ce soir, on va s'arrêter pour ce soir. Donc je défriche juste un petit peu la chose. C'est l'histoire d'un auteur de manga. C'est l'histoire d'un auteur de manga qui, donc là, la mise en abîme, qui écrit des mangas dont on lui reproche la pâleur du personnage principal, qui est engagé dans une relation avec une jeune fille qui n'arrête pas de lui parler d'un autre garçon avec lequel elle est déjà sortie avant, et dont elle n'arrête pas de montrer les planches au héros. Là, ce qu'il y a derrière, là, je vous le remontrerai après, c'est ce personnage qui se pose la question, je suis pas le héros de ma vie, mais est-ce qu'au moins je peux en être le personnage principal? Voilà. Une vraie question, en fait, qui va, à un moment ou à un autre, être posée par le personnage.
Quand elle repassera, je vous la montrerai dans sur cette magnifique planche, quoi, où il est bourré un soir et tout. Et en fait, il va falloir attendre la dernière image du volume 1 pour que, bon, c'est un récit de zombies, hein, on peut spoiler, quoi. Mais il va falloir attendre la première étape. Regardez. I don't have to be the hero, but at least let me be the main character of my own life. Vous voyez, c'est un récit de zombies. Il va falloir attendre la toute fin du volume 1 pour que ce récit, pour que l'apocalypse s'impose vraiment, et encore. Et c'est ça qui est intéressant. Je me rappelle d'une phrase de Deleuze comme ça, où il parlait d'un auteur qui avait des phrases qui proliféraient par le milieu, des phrases qui se gonflaient et qui étaient de plus en plus grandes, phrase après phrase. Ici, on a un récit principal qui est présenté par toutes petites touches. Quelques extraits un peu bizarres. Il m'a mordu, un personnage qui est malade, un journal télé qui évoque un accident à un endroit. Vraiment, l'apocalypse s'installe, mais très très doucement. Et on est centré sur son histoire, qui en même temps est une histoire qui est dépourvue d'histoire et qui lui est dépossédée sans arrêt. Et on a l'histoire de zombie qui va sortir de ça. Le récit est absolument génial dans sa mise en scène, dans sa présentation. Et notamment dans la manifestation et la construction d'un dedans et d'un dehors, de la présentation de sa démence à ce personnage, ou de son glissement progressif. C'est absolument merveilleux. Lisez I Am a Hero, et j'aurai l'occasion, là il est 20h, on va s'arrêter pour aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de faire une analyse approfondie de ce manga qui pour moi est un vrai chef-d'œuvre, quoi. Donc n'hésitez pas à vous le procurer par Kana ou d'une autre façon, quoi. Ça vaut vraiment vraiment le coup, et on essaiera de développer à partir de ça. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant que ces œuvres-là, donc cette œuvre-là qui met en abîme le travail du mangaka et de qu'est-ce que c'est qu'une histoire au début, que couper et ne pas couper, qui sont des films de genre qui réfléchissent à ce que c'est qu'un film de genre, mine de rien aussi, et que ce soit en gros, on a construit un mythe dans les années 60, celui du zombie, Romero, reprenant par là, étant inspiré par un certain nombre de sources différentes, que ce mythe-là a pu être investi de sens politique, ou corporel, ou sensoriel, ou émotionnel, etc. Et que aujourd'hui, on arrive à nouveau à ce stade d'une baisse de religiosité de la figure, et que on ne peut faire sortir cette figure-là que de récits enchâssés dans d'autres récits. Et là, je vous renvoie à mon live sur la mise en abîme où j'expliquais qu'au XVIIe siècle, la figure du théâtre dans le théâtre apparaît quand il y a un passage du théâtre de l'action au théâtre du spectateur, c'est-à-dire une rupture entre la scène et la salle, un divorce entre la scène et la salle. Il n'y a plus le mystère, petite pièce de théâtre intégrée dans la messe avec l'acteur intercesseur des spectateurs qui participe de la messe par l'intermédiaire du spectateur, mais on a des spectateurs qui regardent un spectacle, qui est éloigné d'eux, et de temps en temps un acteur qui sort parmi eux pour aller sur scène, mais qui ne fait pas une médiation entre les deux, qui est avalé par la fiction. C'est exactement ce qui va se passer là. Une baisse de religiosité de cette figure-là. Quel est le destin de cette figure-là? Pourquoi est-ce qu'elle nous a croisés ces derniers temps? Ouais, c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi ce succès-là au début des années 2010? Voilà, et c'est vrai que je pense que le dernier train pour Busan c'est son dernier Avatar. Il y a une série coréenne et j'aurai l'occasion d'évoquer dans le prochain live autour des zombies, si j'en refais un. Ce qui m'intéresserait, c'est de vous montrer l'appropriation par la Corée de la figure du zombie et comment le cinéma et la série coréenne revivifient, revitalisent, réinventent la figure du zombie à travers des séries et un certain nombre de films. Parce que c'est les derniers qui arrivent à vraiment rendre vivace encore cette figure-là, qui soit est plongée dans des séries parodiques, e-zombie ou je sais pas quoi, ou des films parodiques. Là, le film de zombies où il y a les deux personnages qui parlent et où derrière, c'est l'apocalypse là. C'est assez rigolo ça d'ailleurs. Donc voilà, on en est plus à ce niveau-là. Voilà, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à ceux qui ont pu être là et m'accompagner un petit peu. Donc voilà, je vais faire ça tous les soirs de 18h à 20h, quoi. Proposer quelques œuvres, échanger un petit peu à partir d'extraits.
essayer d'ouvrir quelques directions et tout, et en revanche, 1 ou 2 fois par semaine, proposer ce que j'ai l'habitude de faire, un examen vraiment approfondi sur un concept comme j'ai pu faire autour de la ville, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tout, quoi. Je vous souhaite une jolie soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, dès demain, 18h, 20h, pour de nouvelles aventures, quoi. Merci beaucoup. Tout sera en replay sur YouTube comme d'habitude, quoi. Et puis, je reprendrai assez vite aussi le stream de Fate Stay Night la nuit, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde.